Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Hélène Albert, qui est la propriétaire de l'épicerie chez Timarc à Saint-Jacques. Hélène, je la connais parce que c'est une de mes clientes. On travaille ensemble pour faire des vidéos sur ses réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être déjà vu passer sur votre TikTok. Hélène, c'est une femme qui a beaucoup d'ambition, qui est fonceuse, puis je l'admire beaucoup pour ça. J'aime beaucoup faire des tournages avec elle parce que je peux en apprendre aussi sur sa vision de l'entrepreneuriat puis comment elle gère son entreprise. On a parlé justement de cette ambition-là. Pourquoi elle a cette ambition-là? Ça vient d'où? Puis qu'est-ce qu'elle en fait de cette ambition-là? On a parlé aussi de la dynamique homme-femme. Elle nous explique pourquoi les femmes sont de meilleurs gestionnaires que les hommes, entre autres. On a aussi parlé de la dynamique qui existe entre les hommes et les femmes dans un domaine masculin, comme le domaine automobile, par exemple. On a aussi parlé de la différence entre sa génération puis ma génération en affaires, puis pourquoi ma génération, les plus jeunes, qui sont dans la vingtaine, sont plus gâtés que sa génération. J'aimerais mettre d'emphase aussi sur, vous avez peut-être remarqué, à côté de moi, il y a des cubes. Et sur ces cubes, il y a des logos des commanditaires de la saison. Gauvin Déco Design, c'est à cause des autres qu'on a un si beau décor dans le podcast, dans la saison 2. Puis le Centre des Arts d'Edmundston. C'est les autres qui me permettent de faire les enregistrements. Je suis présentement au Centre des Arts. Donc, pour plus d'informations sur le Centre des Arts, je le répète, artedmundston.ca. Merci énormément à Gauvin Déco Design pour le décor, puis au Centre des Arts pour le stage. J'ai aussi rajouté, vous verrez, dans le décor, un petit quelque chose. En fait, c'est... Vous allez voir là, le drapeau de la République du Madawaska. Je suis bien fier de ça. Je pense que c'est important de mettre ça de l'avant. Je suis fièrement Braillon. Le podcast, c'est un podcast Braillon. La majorité des gens qui viennent sont des Brayons. Je pense que c'est important qu'on en parle. Je pense que c'est important de mettre ça de l'avant. Donc, c'est une fierté pour moi d'avoir le drapeau dans le décor. C'est ce qui résume, c'est ce qui complète l'introduction aujourd'hui. Merci d'être présent, merci d'écouter. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Hélène, elle a eu un parcours assez atypique dans sa vie professionnelle. Elle a fait sa formation en comptabilité, donc elle a eu son bac, puis en 2005, elle est allée chercher son CMA, qu'on appelle aujourd'hui CPA. Fait qu'elle travaille pour différents employeurs, McDo, Beaulieu Plumbing, Pattison. Elle a eu aussi un poste de contrôleur pour Premier Tech. Ensuite de ça, elle est devenue DG pour le Mont-Forlane, puis ensuite DG pour Honda. Donc, vous pouvez voir qu'il y a différents domaines. En plus de ça, à travers de ces années-là, elle a eu différentes PME. Puis, en plus d'élever 2 enfants, elle a eu ces 2 enfants-là en 2 ans seulement. Puis aujourd'hui, c'est la propriétaire de l'épicerie chez Timarc. Allô, Hélène? Salut, Sam. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Merci. Je suis content que tu sois là. Ça fait plaisir. Merci. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. J'aimerais faire un retour sur ton parcours, justement, parce que, tu sais, comme je l'ai dit, tu as plusieurs expériences. C'est pas un parcours qui est typique. On pense, tu trouves un job de comptable puis tu travailles là 20 ans, c'est pas ça pantoute, là. Est-ce que tu considérant toute cette expérience-là, que tu es une personne qui a de l'ambition? Absolument. C'est ce qui a fait que j'ai eu plusieurs expériences de travail dans ma vie parce que mes ambitions étaient grandes, mais tu sais, quand on sort de l'université, quand on a une vingtaine d'années, début vingtaine, on veut apprendre à courir avant d'apprendre à marcher. Fait que oui, mes ambitions étaient là, mais mon expérience n'était pas. Mm-hmm. Donc, je devais trouver une façon d'arriver à mes buts. Puis, c'est ce qui a fait que j'ai eu ces expériences de travail-là. Pourquoi tu avais de l'ambition, tu penses? Difficile à dire. Je pense que tu nais avec ça. Tu sais, déjà, dès mon jeune âge, c'était pas nécessairement en entreprise, mais dans les sports. Tu sais, j'étais une fille qui était beaucoup impliquée, mais je voulais surtout toujours gagner. Tu sais, c'était difficile pour moi de prendre le non ou de juste rien faire, tu sais. Mm-hmm. Je voulais toujours me dépasser. T'es compétitive? Très compétitive. Orgueilleuse? Aussi, je te dirais un petit peu, à la limite, oui.
Puis tu penses que ça vient... C'est-tu 100%, comment on dirait, acquis? Non, excuse. Quand tu nais avec ça, là, c'est quoi le mot? J'ai oublié le mot, là, mais t'es-tu né nécessairement avec ça ou c'est quelque chose qui vient de notre contexte? Ouais. Est-ce que t'es né avec ça, cette ambition-là? C'est ma question. Ben, depuis le temps, je peux me souvenir, j'ai toujours été... je ne veux pas dire contrarieuse, mais tu sais, je pense que mes parents pourraient dire qu'en grandissant, je n'ai pas été toujours la petite fille facile, là. Ouais. Tu sais, parce que, comme je te disais tantôt, le non, c'était pas quelque chose que j'aimais entendre. Mm-hmm. Fait que j'essaie toujours de trouver des solutions pour être capable de gagner mon point. Tu sais, je suis une fille qui ben, je pense que les gens autour de moi pourraient dire qu'il va s'assiner jusqu'à temps qu'ils comprennent que j'ai raison, tu sais, mais c'est péjoratif un peu, là, mais oui, c'est ça. Puis, à quel âge est-ce que de ce que tu te souviens, là? C'est quand le premier moment où tu as ressenti cette ambition-là? Tu as ressenti comme le désir de faire quelque chose, ou d'entreprendre, ou de... T'as-tu un souvenir de ça ou tu sais pas trop? J'ai pas de souvenir, c'est juste venu automatiquement. Ouais. Je sais pas si c'est les relations que j'avais à l'école, les amis, tu sais, parce que la plupart, tu sais, on dit qu'ils se ressemblent, ça ressemble. Tu sais, si je pense à mes amis du temps, ils étaient comme moi, là. Tu sais, fait que quand on faisait des équipes à l'école, ben, tu sais, il y a personne qui voulait perdre, là. Tu sais, c'était ça. Fait que ton cercle d'amis était ambitieux? Ah oui, absolument. Ah ouais? Oui. Mais pas nécessairement, puis je dis pas ça comme ça, pas nécessairement ma famille. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est nécessairement venu de mes parents, par exemple. Tu sais, je te dis pas que mes parents n'avaient pas d'ambition, là, c'est pas ce que je te dis. Mais ça n'a pas été... c'est ma personne, si tu veux. Tu sais, c'est pas quelque chose qui c'est pas héréditaire, là. En tout cas, je pense pas, là. Ouais. Puis... J'imagine que c'est cette ambition-là qui t'a poussé à dire, OK, quand je vais graduer ou quand t'as eu ton bac, là, t'as commencé à travailler, mais t'as pris la décision de vouloir poursuivre, de bâtir une carrière. Mais... Oui, mais ça, je savais Pourquoi? Je sais pas, peut-être à l'adolescence, que oui, moi, j'étais une femme qui voulait se dépasser puis qui allait éventuellement avoir une carrière qui était quand même assez importante. Là, comme, tu voulais ça? Oui, je pense que ça vient quand même de assez loin. Là. Puis ça, j'imagine, c'est ton ambition qui t'a poussé à faire ça. Là, je veux dire, c'est pourquoi, mettons, pas juste avoir choisi un job de comptable là, typique, là, puis avoir juste resté là, puis faire ta carrière comme ça, tu sais? Bien, tu sais, tu l'as dit, c'est très atypique mon parcours, puis je me suis souvent fait dire dans ma vie, toi, t'es pas une comptable typique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, pas une comptable typique? Ben, tu sais, en comptabilité, il y a beaucoup de routine. Ben, moi, je suis pas une fille de routine. Tu sais, j'aime pas ça quand c'est plate, quand c'est redondant, quand ça revient tout le temps. C'est sûr qu'il faut que ça bouge. T'sais. Fait que, oui, au niveau de la comptabilité, c'est large, la comptabilité. On peut parler de différents secteurs en comptabilité. La tenue de livre, c'est une chose. La vérification, c'est autre chose. Travailler dans un cabinet comptable, c'est autre chose. Travailler en usine, c'est différent. Fait que c'est pas nécessairement une job plate, mais ça peut être très routinier. Fait que c'est certain que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai peut-être évolué au niveau de mon travail parce que, oui, j'ai commencé en faisant de la tenue de livre, puis oui, c'était bien, puis j'ai appris beaucoup de ça. Ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mes différentes expériences de travail, entre autres, parce que tu sais, toutes les places où j'ai travaillé, j'ai appris des choses. J'ai côtoyé des gens qui étaient intéressants. Fait que c'est certain que, à quelque part, c'est ces expériences-là qui développent la personne que tu vas devenir. Là. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, mettons, dans ton début de carrière, tu visais quoi? Est-ce que tu visais à appartenir à une entreprise ou... pas vraiment, tu visais à vraiment avoir un poste de responsabilité. Qu'est-ce qui t'attirait à
Je poursuivre une pense pas carrière? que je suis allée aux études dans le but de dire un jour, je vais être entrepreneur. Non, OK. Je suis pas partie aux études dans ce sens-là. Je voulais vraiment devenir comptable. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, à l'école, j'ai eu des expériences de travail aussi pendant mes études dans un cabinet comptable à Québec. Puis je me suis rendu compte que c'était peut-être pas exactement à quoi j'aspirais. Comme je te dis, là, c'est ces expériences-là qui ont fait comme « Ah, je suis pas certaine que je vais aimer ça ». Fait que j'ai un petit peu, au courant de mon bac, voulu bifurquer vers la finance parce que je trouvais ça peut-être un peu plus intéressant que la comptabilité. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, sur une heure de dîner, l'Association des CMA est venue faire une présentation à l'université. Puis, ça a ouvert comme un autre aspect de la comptabilité qui était comptabilité de management, right? So, c'était plus, dans mon domaine, c'était moins routinier, c'était plus comme de trouver des prix de revient, de trouver des solutions, des analyses de cas. Tu sais, c'était plus analytique que chiffré, admettons. Fait que ça m'a comme réveillé un petit peu dans le sens que, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais. Puis là, je suis retournée faire mon séminaire en comptabilité pour avoir mon baccalauréat en administration, mais avec une spécialité en comptabilité. Puis là, je suis revenue à Edmundston, puis j'ai commencé à travailler. Puis suite à ça, l'idée de continuer puis de faire mon titre comptable est venue quelques années plus tard. J'ai gradué de l'université de mon baccalauréat en 1997. Puis j'ai recommencé les études en 2003. Pourquoi tu as décidé de faire un CMA dans le temps? C'est ce qui me permettait de dépasser ou de me rendre où je voulais aller. Parce que, tu sais, en fait, tu l'as mentionné tout à l'heure, un titre de contrôleur, ça prend quand même des bonnes connaissances, de l'expérience, mais ça prend surtout souvent un titre comptable pour être capable d'aspirer à un poste comme ça. Puis moi, c'est ce que je voulais, tu sais. Je voulais avoir des postes de responsabilité, puis pour y arriver, je devais aller continuer mon perfectionnement. Mais sais-tu pourquoi tu veux absolument avoir des responsabilités comme ça? Parce que, tu sais, si on regarde ça de l'extérieur, des responsabilités, c'est pas nécessairement tout le temps une bonne chose. Tu sais, c'est difficile, nécessairement, des responsabilités. Pourquoi ça t'attirait? Honnêtement, c'est difficile à répondre, mais, tu sais, je voulais toujours me dépasser. Fait que pour moi, c'était quoi la prochaine étape? C'était d'avoir des postes de responsabilité, d'avoir des gens à gérer, sous ma gestion. C'était de grandir dans l'entreprise. C'était toujours me dépasser. Tu sais, puis comme je t'expliquais, que ce soit dans toutes les sphères de ma vie, ça a été comme ça, tu sais, au travail, avec les sports à l'époque, dans ma jeunesse. Tu sais, j'ai toujours voulu faire quelque chose de différent. Je sais pas. Pas que je voulais être différente des autres, mais je sais pas. J'ai quand même eu un parcours intéressant qui m'a amené à voir différentes choses. J'ai-tu fait des erreurs? Absolument. Tu sais, en 25, 30 ans de carrière maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses que je suis moins proud, mais tu sais, pour la plupart, je peux dire que j'ai fait du bon travail partout où je suis passée. Tu sais, ce désir-là de comme vouloir se dépasser, là, j'ai l'impression... En fait, je vais te poser une... Moi, je réfère souvent à ça en disant, tu sais, la fibre entrepreneuriale, on entend ça, la fibre entrepreneuriale ou avoir... il y en a qui disent avoir faim, mettons, là. Tu sais, l'expression, est-ce que tu penses que ça, tout le monde a ça d'une certaine façon ou il y a des gens qui l'ont et des gens qui l'ont pas? Je pense qu'on a tous un petit quelque chose à l'intérieur de nous, pas nécessairement dire une fibre entrepreneuriale comme telle pour dire je vais avoir ma business parce que il y a des gens qui sont employés seulement dans une entreprise, mais qui vont se donner comme si c'était à eux, là, tu sais. Puis tu leur demanderais est-ce que tu voudrais être propriétaire, puis ils vont dire non, je veux pas l'être. Tu sais, je
Je voudrais jamais faire ça. Puis ça s'applique pas juste au niveau de notre vie professionnelle, tu sais. Je pense que vouloir se dépasser, ça peut être dans toutes les sphères de notre vie. Ouais. Tu sais, puis c'est pas au même niveau pour tout le monde. Tu sais, on peut penser que pour quelqu'un, vouloir se dépasser, c'est d'être capable de faire le souper, mais faire des soupers 5 services à chaque soir. Là, je dis ça comme ça, mais ça peut être autre chose que juste la business. Dans notre vie personnelle ou notre vie familiale, peu importe. Être un bon parent, être un bon... Sky's the limit, dans vouloir faire du bien autour de nous autres. Là. Est-ce que dans cette ambition-là, il y avait une petite partie de ça que c'était dans les facteurs qui te motivaient à accomplir des choses, est-ce qu'il y avait aussi l'argent et le statut ou pas du tout? Le statut, je dirais que non. L'argent, oui, à un certain niveau, parce que, on sait que quand on sort de l'université, on a des dettes, on veut sortir de chez nos parents, on veut se construire une maison, acheter une maison, avoir un véhicule, pour se déplacer, puis on veut pouvoir vivre un petit peu aussi. Je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui, là, dans l'optique où tout est tellement plus cher que dans notre temps. C'est sûr que tu veux faire un travail puis être récompensé pour le travail que tu fais. Est-ce que tu avais l'ambition de faire beaucoup d'argent ou juste de dire, OK, non, je paye mes choses, je veux bien vivre, puis that's it? Non, je veux bien vivre. J'ai pas besoin... je suis pas une fille matérialiste, nécessairement. Oui, j'aime les belles choses, mais je suis pas tellement matérialiste, je te dirais, là. Dans ta génération, y avait-tu... Parce que nous autres, on a beaucoup l'influence des réseaux sociaux, tu sais. Ça revient souvent là, dans mon discours, mais c'est quelque chose qui fait partie de nos vies, là. Est-ce que tu avais... parce que vous n'aviez pas vraiment ça. En fait, vous n'aviez pas ça, les réseaux sociaux. Est-ce que vous aviez une pression de l'extérieur de... Comment je dirais? On a comme tant de pression, nous autres, de comme, OK, l'argent, c'est glorifié, puis le succès financier... il y a comme, on dirait que ça vient aussi avec l'entrepreneuriat. Est-ce que vous autres, vous avez cette pression-là d'une autre façon que les réseaux sociaux? C'était quoi la pression que votre génération a subie dans ce sens-là, tu sais? Comparé à nous autres, mettons, là? C'est une très bonne question. Honnêtement, je vois pas la pression. Tu sais, comme, je trouve ça drôle que tu dis que vous autres, ça vous donne une certaine pression parce que même moi, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je file pas une pression. Je file que c'est un outil de travail ou c'est c'est soit un outil de travail ou un outil de perte de temps. Voilà, comme tu veux. Ouais. Mais, tu sais, non, je file pas que j'avais... Je sais pas, je peux pas répondre qu'on avait une pression quelconque par rapport à quelque chose, mais, tu sais, pour moi... La pression, c'est moi qui se la mettais, la pression, tu sais, de toujours vouloir se dépasser, puis toujours vouloir être meilleur, puis toujours vouloir avoir le next best thing. Pas nécessairement monétairement, là. Tu sais, mais... Ouais. Parce que, tu sais, mettons, moi, dans mon quotidien, ou plutôt dans les personnes que je vais suivre sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est souvent des gens qui ont beaucoup de succès parce que c'est ça qui est intéressant, c'est eux autres qu'on veut écouter, tu sais. Mais quelqu'un qui a beaucoup de succès au monde entier, c'est pas nécessairement la même chose que quelqu'un qui a beaucoup de succès localement. Je sais pas si tu me suis dans le sens que moi, je peux suivre plusieurs entrepreneurs qui font des centaines de millions par année, là, ce qui est un chiffre fou. Là. Tu sais, peut-être à Edmundston, il n'y a pas personne qui fait ça, je pense. À Edmundston, peut-être une couple, là, mais je veux dire, c'est rare. Là. Mais on a l'impression que c'est fréquent parce qu'on en voit beaucoup, mais on voit juste ces gens-là. Tu sais. Fait que notre perception du succès est un petit peu surestimée, si on veut, ou inflatée. Là. Fait que ouais. Je te dirais, la pression, je comprends ce que tu veux dire. Puis, tu sais, on la vit un petit peu, nous autres aussi, là, tu sais, même si je suis une génération en avant de toi, là. Mais ça revient à dire que les médias sociaux, ça a du bon, mais ça peut être un petit peu néfaste aussi. Tu sais, je vais juste bifurquer un petit peu
dans le temps, on ne savait pas ce qui se passait dans le monde nécessairement, tu sais. Ouais. Il y avait une guerre dans un autre pays. Bon, parfois, on en entendait parler, parfois non, tu sais. Mais aujourd'hui, les nouvelles, c'est tellement, tu sais, la télévision, des journalistes, il y en a dans tous les pays. Tu sais, il n'y avait pas nécessairement ça 30, 40 ans passés, là. Tu sais, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Fait qu'on a souvent l'impression que c'est pire aujourd'hui, mais ça l'était aussi dans le temps, sauf que c'était pas médiatisé. Mais les réseaux sociaux amplifient, je pense, cet aspect-là, de savoir ce qui se passe ailleurs, qui, dans le temps, on ne le savait pas. Puis, tu sais, ce vieil adage-là qui dit que ce qu'on ne sait pas fait pas mal, mais, tu sais, c'est... Fait que je vois pas ça comme une pression, je vois ça comme une dynamique différente. Puis, tu sais, ça continue d'évoluer, puis le monde va toujours évoluer, là. Tu sais, on a juste à remonter à peut-être 75, 100 ans passés, même, il n'y avait pas d'électricité, là. Il n'y avait pas de téléphone. Aujourd'hui, tu sais, on a tous des téléphones, puis ils rentrent tous dans notre main, là. Tu sais, ça n'a pas toujours été le cas. Non, c'est ça. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il y a une certaine évolution qui se fait, puis c'est encore une fois dans toutes les sphères de nos vies. Puis oui, les médias sociaux, pour l'instant, sont une grande partie de cette évolution-là qui fait que la génération, votre génération, puis la génération de demain va être un peu plus... bombardée d'informations. Ouais. Tu sais. Mais parlant de différence entre les générations, je me demande, c'est quoi les différences que toi tu remarques entre ta génération en affaires puis ma génération en affaires, tu sais? C'est une bonne question. C'est sûr que je veux pas dire que c'est plus facile aujourd'hui pour les jeunes d'aller en business. Moi, je pense que oui. Mais il y a beaucoup plus d'opportunités justement à cause des réseaux sociaux. On voit ce qui se passe ailleurs. Avant, on le voyait pas, tu sais. Les gens vont utiliser leur... comment je pourrais dire ça? C'est leur statut social, c'est sur les réseaux, là, je parle, pour commencer des business. Tu sais, puis les jeunes d'aujourd'hui vont beaucoup s'associer à ça. Fait que si quelqu'un est populaire sur les réseaux puis il dit, OK, ben moi, je vais commencer à coudre des maillots de bain. Ben, puis je dis ça parce que j'ai une fille de 25 ans qui est sur les réseaux puis qui est quand même assez active là-dessus. Puis, tu sais, oui, elle paye des 100$ pour des maillots de bain qui prennent à peu près 5$ de tissu, mais parce que ça a été fait par des influenceuses ou des gens qui aspirent à devenir plus grandes dans le domaine de la mode, ben tu sais, ils peuvent se permettre de mettre le prix parce que c'est populaire. Tu sais, fait que ça, je trouve que ça fait partie un petit peu des côtés un petit peu plus néfastes, je te dirais, d'avoir les réseaux sociaux puis d'avoir cette information-là plus rapidement, si tu veux, parce que les jeunes vont beaucoup s'associer à ça. Puis, tu sais, c'est sûr que je vois pas beaucoup de jeunes aujourd'hui aller choper des maillots de bain au Walmart, par exemple, ou dans des boutiques qui sont non spécialisées. Ouais. Ça veut pas dire que c'est moins bon, nécessairement. OK, la qualité peut être un petit peu différente, mais ça reste que le prestige de la marque est très important, puis je pense que les réseaux font en sorte que ça se... J'aimerais élaborer un peu plus sur si c'est plus facile ou non pour notre génération que la tienne. Moi, je pense que oui. Ça, tu disais, je ne suis pas prêt à dire que c'est plus facile, mais moi, je pense que oui, dans le sens où c'est plus facile de commencer, du moins. Plus facile de se lancer. Il y a tellement d'outils aujourd'hui. Encore là, tu pourras mieux me dire parce que je n'étais pas là il y a 30 ans. Je te dis pas que c'est nécessairement plus facile ou plus difficile, mais il y a beaucoup plus de possibilités. Fait que ça, c'est sûr que vu qu'il y a plus de possibilités, ben c'est certain qu'il y a plus de facilité. Mais est-ce que ces entreprises-là sont plus
viable à long terme nécessairement. Je suis pas Ouais. certaine, tu sais. Oui, ça peut être facile, mais est-ce que ça va durer? Tu sais, il y a beaucoup de hype aujourd'hui que demain, ils seront plus là, là. Tu sais, Ah mais tu sais, ben, moi, je pense que Penses-tu oui, qu'il tu y a sais. plus de nouvelles petites entreprises, mettons, qui se décollent puis qui finissent par former qu'avant? Ou est-ce qu'avant, c'était comme si tu te lances, OK, tu te lances pour le long terme? Ben, moi, je pense que oui. Je pense que Oui? oui, parce que, puis, encore là, je veux pas dénigrer votre génération, Non, mais non. tu sais, je pense que les jeunes d'aujourd'hui c'est plus facile de lancer la serviette quand ça fonctionne pas. On est moins, Tu sais, moins résilient? moins résilient, je veux pas dire ça parce que je veux vraiment pas mettre tout le monde dans le même Ouais, non, panier, ouais, là. ouais. Puis, tu sais, je veux dire, je suis certaine qu'à notre époque aussi, mais puis peut-être aussi, c'est parce que moi, je suis en affaires, mais tu sais, comme j'ai acheté ma business il y a juste une couple d'années avec déjà 25-30 ans d'expérience de travail en arrière de la cravate, tu sais. Peut-être que les jeunes, ma génération qui ont starté des business à 20-25 ans dirait quelque chose de différent aussi. Parce que moi, j'ai pas nécessairement trouvé ça difficile d'acquérir mon entreprise. Tu comprends? Ah non? Mais, tu sais, j'avais 48 ans au moment où j'ai acheté mon entreprise, là. Ouais. Tu comprends? C'est une entreprise déjà établie aussi. Fait que ça fait une différence. Est-ce que tu commences une business from scratch? Est-ce que tu achètes une business déjà établie? C'est certain que l'expérience va être différente de commencer à zéro. Je pense pas que le financement est plus facile aujourd'hui. Vraiment pas. Pour un jeune de ton âge de partir en affaires, c'est sûr que si tu n'as pas un investissement massif à faire, oui, tu sais, il y a plus de petites business qui vont commencer, mais qui n'ont pas nécessairement un gros investissement financier. Mais je pense qu'un jeune de 25 ans qui voudrait commencer une entreprise puis qui aurait besoin de, je sais pas, là, je dis un chiffre farfelu, là, 2 millions en partant, aurait une facilité de commencer ça, là. Mm-hmm. Versus, si ça te prend un ordinateur parce que tu veux être influenceur sur les réseaux sociaux, bien là, c'est un autre game, là. Mm-hmm. Tu sais? Fait que je pense que ça dépend le type d'entreprise. Puis, on voit beaucoup d'entreprises qui débutent sur les réseaux, puis je pense que l'investissement est peut-être un petit peu moins grand par rapport aux entreprises qu'on peut connaître, qu'on a connues peut-être dans les années. La barrière d'entrée était peut-être plus présente dans le temps? Ben, ou moi, qu'elle est moins là aujourd'hui? Ben, oui, je pense. Puis il y a peut-être des entreprises tu sais, il y a sûrement des entreprises qui se sont créées à l'époque qui étaient des entreprises similaires à aujourd'hui, qui ont fini par grandir puis se développer en quelque chose de grand. Tu sais, je veux dire, prends n'importe quelle bannière, tu sais, je vois, j'imagine que tu les suis aussi sur les réseaux, mais tu sais, l'entreprise québécoise, Salvatore, tu sais, ça a été commencé, je sais pas, peut-être une 50aine d'années passées par le grand-père qui est venu au Canada puis qui a décidé de commencer à faire de la pizza. Mais tu sais, il a commencé avec un restaurant, puis 2 restaurants. Aujourd'hui, c'est rendu à la 3e génération. Les 5 enfants travaillent ensemble, puis eux autres, ils se sont mis comme objectif d'ouvrir 100 restaurants dans une année. Puis ils ont réussi, là, tu sais. Fait que, est-ce que c'est plus facile pour eux autres que ça a été pour le grand-père de commencer? Sûrement, parce que c'est établi. La deuxième chose aussi, c'est déjà... C'est plus facile parce que les réseaux sociaux sont là. Fait qu'ils sont beaucoup présents sur les réseaux. Fait que ça attire peut-être des investisseurs de travailler avec eux autres parce que, justement, ils se démarquent à ce niveau-là. Fait que selon toi, c'est plus difficile, tu sais, dans le cheminement d'une entreprise, la fondation, plus difficile? Mettons, les 5 premières années, mettons? Oui, je pense que oui. Tu sais, parce que tu commences un concept nouveau, ben, tu sais, dépendamment, c'est quoi la business, on s'entend, c'est quoi le service ou c'est quoi le produit que tu veux développer. Mais tu es au stade de développement, tu n'as peut-être pas d'endroit où faire ça, tu sais,
tu n'as pas d'employés, tu commences à zéro. Tu sais, encore là, ça dépend quel type d'entreprise que tu fais. Si tu as une entreprise à 1 ou 2 employés, ça peut être différent. Mais si tu veux opérer un restaurant puis espérer, à un moment donné, avoir une chaîne de restaurants, bien, tu sais, je pense que tu as du pain sur la planche en commençant. Ouais. Tu sais? Ouais, tout dépendant. C'est sûr, tout dépendant de l'entreprise, évidemment. Là, parce que je pense à dans ma situation, c'est assez simple. Là. Tu sais, veux dire, j'amène une caméra, je filme, puis je fais le montage. Pas comme un restaurant où il faut que tu achètes un local, puis les assurances, puis le fire marshal, puis ci, puis ça. Puis ça, c'est la base de l'entreprise, mais après, il faut que tu développes les recettes. Ouais. Tu sais, il y a du quand stock, même beaucoup de travail en arrière de ça. Puis, tu sais, tu peux pas faire un one-man show avec ce type d'entreprise-là. L'entreprise-là. Tu sais, mais il y a des entreprises. Fait que moi, je pense que ça dépend vraiment dans quel domaine d'activité. Puis, jusqu'où tu veux pousser l'entreprise. Puis là, mettons, au stade de l'épicerie chez Timarc aujourd'hui, là, c'est ouvert en quelle année? Qui, en passant, a été ouvert par ton frère, là? Oui, c'est ça. Fait Marc. que Marc a acquéri l'entreprise en 2004. OK, ouais. 2004. Fait que ça fait quand même, tu sais, c'est déjà établi quand tu l'as acheté. Oui. Ça roulait bien? Oui, absolument. C'est établi. Tu sais, je veux dire, parce que à la base, l'épicerie chez Timarc, avant, tu sais, son temps, avant que Marc acquérisse le bâtiment, c'était le magasin général du village, tu sais, fait que ça a été établi. Tu sais, je suis encore à vouloir essayer de faire l'histoire de ça à un moment donné, mais ça a été établi par M. Cyrus Leclerc, je ne sais pas dans quelles années, mais peut-être dans les années 40, je dirais. Là, Un bout, effectivement, 100 ans, là. Ou 80, ouais, je te 70, dirais, ça fait quand même plusieurs années, là. Puis, suite à ça, bien, là, ça a évolué. Tu sais, il y a eu quelques autres propriétaires avant mon frère. Puis, moi, je pense que je suis la 5e propriétaire de cette entreprise-là. Là. Puis, c'est quoi les actions que tu as prises pour... Parce que là, j'assume que ton objectif, c'était la croissance. Te connaissant un petit peu, là, j'assume que tu voulais faire grandir l'entreprise. Est-ce que, oui ou non, est-ce que j'ai raison? Ben oui, tu sais, je veux dire, c'est sûr que tu achètes une entreprise existante, ben tu veux la modeler un petit peu, je veux pas dire à mon goût, mais à ma façon. Ouais. Pas qu'elle était pas bonne, mais tu sais, il y avait des petites choses que j'aimais moins. Ouais. Fait que, tu sais, on a amené certains changements. Puis, ben je me plais à dire que je fais des agrandissements par en dedans parce que, tu sais, on est un petit peu limité sur l'espace du terrain. Mm-hmm. Puis, j'ai voulu amener différentes choses. Donc, ben j'ai dû faire des modifications à l'intérieur du bâtiment pour, justement, amener plus de prêts à manger, par exemple. Tu sais, c'est comme n'importe quoi d'autre. Une entreprise a beau être établie, ça fait 20 ans, mais ça évolue avec les besoins des clients. Du marché, si on recule à 20 ans passés, ben, il y avait encore beaucoup plus peut-être de femmes à la maison. Les repas étaient faits par les mamans. On mangeait des restants. Là. On mangeait des restants. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux qui ont fait ça, mais on dirait qu'on est tellement à la course, on est toujours sur une patte puis sur l'autre. Puis, tu sais, il n'y a pas juste moi, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que j'ai une entreprise, tu sais, on parle avec tout le monde autour de nous, puis c'est la même dynamique partout, tu sais. On n'a pas le temps. Mais pourquoi, là? C'est difficile. C'est parce qu'on veut rien manquer, puis on veut inscrire nos enfants dans tous les sports possibles. Tu sais, puis on évolue différemment. Tu sais, moi, je me souviens à l'époque, tu sais, je t'ai dit que je faisais quand même beaucoup de sport. Tu sais, j'ai participé aux Jeux de l'Acadie dans ma jeunesse, comme la plupart des jeunes, on espère de se rendre à la finale des Jeux, tu sais, mais moi, mes parents, quand je suis allée aux Jeux de l'Acadie,
parents n'étaient pas là. Tu sais, comme on embarquait ces autobus, puis on partait à Moncton, à Shippagan, puis... Mais là, aujourd'hui, les parents, ils vont laisser les enfants sur l'autobus, mais ils vont aussi suivre l'autobus pour se rendre pour aller voir les enfants compétitionner. Fait qu'on court plus aujourd'hui qu'on courait? Ben moi, je pense que oui. Parce qu'on veut pas... Puis c'est pas une mauvaise chose en soi. Tu sais, en tout cas, moi, je parle pour moi. Tu sais, quand mes enfants ont commencé à faire des sports, je voulais aller les voir jouer, là. Tu sais, puis je dis pas que nos parents ont mal fait de pas venir, hein, mais... Tu sais, je sais pas, c'est juste l'évolution dans le temps, je pense, comme, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Tu sais, ils nous envoyaient, puis ils disaient, on a un week-end off, je sais pas. Ouais. Ah ouais, hein? Ben écoute, c'est le fun de savoir ça. On dirait, je peux pas comparer. Hein. Je peux pas savoir si on courait plus en 95 qu'en 2025, là, mais tout ça pour dire, tu sais, quand t'as acheté... Considérant que tu voulais faire grandir l'entreprise, ben avant d'aller là, c'était-tu, quand on dit croissance, c'était-tu d'un point de vue financier ou c'était plus dans le sens on améliore ce qu'on a, tu sais? Ou vraiment non, on grandit financièrement puis on fait grossir ça? Écoute, tu sais, côté financier, c'est sûr que c'est toujours plaisant en faire plus. Puis, regardless, c'est sûr que le côté financier va finir par monter parce que en partie, l'inflation fait ça. Fait que, des fois, on a tendance à dire le chiffre d'affaires a augmenté, mais le nombre d'items qu'on a vendus n'a pas nécessairement augmenté. C'est juste que la valeur des items augmente. Fait que, je veux dire, faut quand même faire attention de la façon qu'on voit la croissance économique de notre entreprise. Là. Mais non, moi, je voulais juste offrir plus. À la clientèle? À la clientèle, tu sais, être capable d'amener des choses différentes. Puis moi, je suis une fille qui aime ça, je vais pas dire l'unicité, mais tu sais, je considère qu'il n'y a pas quand même beaucoup... Tu sais, comme j'ai pas de jumelles en nulle part, en tout cas, je pense pas, là. Tu sais, fait comme... Tu sais, d'avoir des choses uniques puis d'essayer de se démarquer... Moi, c'est ce que je cherche dans ma vie personnelle. Puis, on dirait que je veux transposer ça à mon entreprise aussi, que, tu sais, ça soit wow, que ça soit différent, que... Ça se démarque? Ça se démarque. Fait que ton but, c'était plus de te démarquer que d'autres choses? Absolument. Est-ce que tu es sur la bonne voie ou est-ce que tu as réussi en 2 ans? Là? Ben, écoute, je pense que j'ai amené beaucoup de changements. Je pense que ça commence tranquillement. Puis, bon, je pense que tu as une petite idée pourquoi aussi. Hein? On est beaucoup plus présent sur les réseaux. Tu sais, on en a parlé tantôt. Les réseaux sont quand même là pour se marketer, si tu veux, se faire connaître. Puis, depuis qu'on tourne avec Production Sommet, c'est sûr que ça a amené une dynamique différente. Il n'y a pas une place où je vais que les gens me disent pas « Hey, je t'ai vu sur TikTok » ou « Je vois tes vidéos passer puis j'ai toujours hâte que tu mettes le prochain », tu sais. Fait que c'est certain que ça fait parler beaucoup. Puis je pense que ça amène quand même des gens à vouloir se déplacer puis venir voir ce qu'on possède puis qu'est-ce qu'on a à l'épicerie. Tu sais, je dis souvent dans les petits pots, les meilleurs onguents, mais tu sais, on n'a pas un gros bâtiment. Mais quand on met les pieds à l'intérieur, on sent qu'il y a tellement de choses. Puis les commentaires, j'ai souvent ces commentaires-là des gens qui viennent pour la première fois chez nous. Tu sais, ils disent, on n'avait aucune idée que tu avais ça ici ou que c'était aussi grand ou qu'il y avait autant de choses, là, tu sais. Puis si... ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans au mois de mai. Puis si je me fie à... Mettons qu'on regarde ton CV sur papier, là. À chaque 2, 3, 4 ans, il y a eu un changement. Il y a eu une évolution. On va dire ça comme ça. Est-ce que ça veut dire que tu es sur le bord de vendre puis de changer de... Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que je devrais, en principe, prendre ma retraite à l'épicerie chez Timor. Oui, c'est ça. Si un jour la retraite vient, là. C'est ça ton but? Oui, ben non, c'est sûr que... tu sais, je te dirais que le goût de vouloir avoir une entreprise, ça fait pas juste 2 ans que je l'ai, là. J'ai quand même
eu quelques petites entreprises, dont un petit, je ne veux pas dire un cabinet, mais un petit bureau de comptable où pendant quelques années, j'ai fait de la tenue de livre, de l'impôt des particuliers, que j'ai opéré dans un bâtiment sur la rue Victoria. Je te dirais, j'essaie de me souvenir les années, je te dirais dans le milieu des années 2000. Puis j'ai aussi ouvert une boutique de scrapbook au sol de ce commerce-là. Puis ça, ben c'était parce que j'étais passionnée au bout de scrapbooking. Puis bon, ça a fait en sorte qu'on avait beaucoup de difficultés à trouver des produits. Puis à l'époque, j'avais commencé dans mon sol avant d'acheter le bâtiment. En fait, c'est la boutique de scrapbook qui a fait que j'ai acheté un bâtiment. Puis là, suite à ça, ben j'ai commencé à faire un petit peu de comptabilité pour arrondir les fins de mois. Ouais. Mais c'est ça. Puis, ben, tout ça a commencé bien avant, quand j'étais encore aux études à l'université. Mes deux frères puis moi, on avait acheté une entreprise qui était déjà existante d'un monsieur qui était malade puis qui devait se départir de son entreprise. Puis, cette entreprise-là, elle opère encore aujourd'hui. C'est Isolation Thermopro. C'est mon frère aîné, Eric, qui l'a opéré. Mais, tu sais, j'ai quand même été impliquée dans son start-up à l'époque. Mais, tu sais, je me suis vite rendu compte que c'était peut-être pas le domaine qui me fascinait. Puis que, tu sais, j'avais pas nécessairement le goût de rester là. Puis bon, on s'entend que 3 personnes à l'époque pour gérer une petite entreprise comme ça, ben c'était peut-être trop. Fait que Marc s'est tourné vers l'épicerie, puis moi, ben j'ai commencé à travailler dans différentes entreprises, qui a fait que mon parcours, ben a été quand même assez... le fun, tu sais, on peut dire que j'ai vécu beaucoup d'expériences de travail différentes dans différents domaines d'activité. Bien, justement, tu sais, t'as fait de la gestion, t'as été, ben, je sais pas si on dit gestion, mais t'as été DG là, pour Honda, puis après ça, Montforlang. T'es retourné chez Honda aussi après. Fait que t'as quasiment 10 ans là, en tant que directrice générale. Oui. Comment tu compares les deux expériences ou comment on peut comparer les deux rôles de propriétaire, si on pense à l'épicerie, puis DG? Je suis pas certaine qu'on peut comparer les rôles. Je pense que c'est la personne qui travaille qui va amener le rôle. Tu sais, moi, je suis une fille qui est quand même très proche de ses employés, tu sais, puis que ce soit chez Honda ou que ce soit dans mon entreprise présentement, je suis peut-être mal un petit peu, là, dans le sens que ça devient difficile sur moi, mais tu sais, j'ai toujours l'impression que si j'ai un collègue de travail qui rush ou qui a de la difficulté, il faut que j'aille lui donner un coup de main parce que je peux pas le laisser dans cette merde-là, si tu veux. Ouais. Mais ça fait en sorte que mon travail à moi se fait pas. Donc, tu sais, on finit par payer pour. Puis, je suis certaine que je suis pas la seule personne dans un poste de supervision qui pense comme ça parce que, tu sais, on veut prendre soin de nos employés, on veut leur montrer qu'on les supporte. Fait que là, ben, on peut-être qu'on passe beaucoup trop de temps sur le plancher, comme on dit, puis à un moment donné, ben on délaisse peut-être les choses qu'on devrait faire comme en poste de direction. C'est sûr que je travaille beaucoup là-dessus. c'est comment je pourrais dire, c'est un but personnel là, de commencer à déléguer un petit peu plus puis peut-être faire confiance un peu plus aux gens autour de moi parce que, tu sais, on a souvent des bonnes équipes, mais c'est difficile de faire confiance, tu sais. T'as la difficulté plutôt à déléguer? C'est ça que je comprends? Oui, comme... C'est pas la difficulté à déléguer versus le fait de dire, ben, tu sais, comme si je leur en donne trop, ils vont-tu se décourager, puis ils vont-tu juste faire comme c'est plus facile à l'ailleurs? Fait que, tu sais, je sais pas. J'aime les choses bien faites. Fait que c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, c'est peut-être
dépendamment des tâches, c'est plus difficile de déléguer certaines choses. Ouais. Mais je travaille là-dessus. Ouais. Puis pour te lancer un peu plus, là, tu sais, DG, propriétaire, mettons dans tes deux rôles, si je comprends bien, dans les deux cas, tu as de la gestion d'employés à faire. Oui. C'est ce que je comprends. Est-ce que, parce que tu es dans un rôle de propriétaire, tu as un peu toutes les responsabilités. T'sais. S'il y a un problème dans un département, ça peut finir par te tomber sur les épaules. T'sais. Peu importe le département. Là. Est-ce que c'est la même chose dans un poste de directrice générale ou, par exemple, il y a des choses que non, c'est juste les propriétaires ou c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça? Comme la direction de l'entreprise, comme quand tu étais chez Honda, est-ce que c'était un peu ta responsabilité, par exemple, de gérer la direction de l'entreprise? En partie, oui, parce que, tu sais, tu parles de propriétaire, tu parles de DG, tu sais, il y a un poste qui s'appelle PDG, propriétaire, directeur général. Ouais, OK. Fait que c'est certain que quand tu es propriétaire, ben par défaut, tu es directeur général. À moins que tu aies retiré de l'entreprise, une autre personne qui occupe ce rôle-là. Okay. Moi, présentement, dans mon entreprise, ben il n'y en a pas d'autres. C'est sûr que j'ai les deux. Par exemple, quand j'étais chez Honda, ben c'est certain que j'étais juste DG. J'avais pas de part dans cette entreprise-là. Mais ça dépend toujours des propriétaires. Il y en a qui vont avoir plus tendance à vouloir te laisser full responsabilité. Je te dirais que j'ai vécu un petit peu les deux cas. Comme dépendamment, ça dépend vraiment des propriétaires, mais j'ai eu beaucoup de latitude lorsque j'étais directrice générale chez Honda à prendre quand même des décisions, mais c'est sûr que, tu sais, les décisions financières importantes, tu sais, je veux dire, il y a toujours des communications qui se font avec le propriétaire. Tu sais, si tu veux changer la structure d'entreprise, par exemple, par rapport aux employés, ben c'est certain que tu vas pas nécessairement prendre la décision, tu vas consulter, tu sais, mais souvent, le propriétaire va donner ses exigences au directeur général, puis il va lui dire comment, qu'est-ce qui s'attend, là. Fait qu'un poste de directeur général, ça va être, ou plutôt les responsabilités qui viennent avec le poste de DG vont être dictées par le propriétaire. Absolument. Fait ou tout le conseil d'administration. Dépendamment si tu travailles pour une association ou ce qui était le cas avec le Mont-Farlagne, là. Parce que le Mont-Farlagne, à l'époque, il y avait 13 propriétaires. Puis il y avait le conseil d'administration, puis c'est eux qui donnaient les guidelines, les directives. Puis de là s'ensuit le rôle du DG. Là. Fait que ton rôle en tant que DG, c'est de t'assurer ou de mettre en œuvre ces demandes-là ou ces directives-là par soit le conseil d'administration ou le propriétaire. Absolument. Tout en t'assurant que les employés puis l'équipe en dessous de toi, ils se sentent accomplis puis se sentent motivés par leur travail puis qu'ils accomplissent les choses de la bonne façon. Absolument. Puis c'est une des choses les plus importantes. Tu sais, moi, je dis souvent, on dit souvent, le client a toujours raison, puis c'est le client la personne la plus importante. Ben, tu sais, moi, je vois ça un petit peu différent, là. Tu sais, oui, le client est super important, puis faut pas les négliger parce que sans client, tu sais, tu fais pas de vente. Mais si tu n'as pas d'employé, ben, tu peux parler de client parce que, comme dans mon cas, tu sais, il n'y a pas rien sur les tablettes, là. Tu sais, les frigos sont vides, ben, tu sais, les clients ne viennent pas. Fait que, tu sais, c'est à faire attention, puis d'autant plus aujourd'hui dans ces dernières années parce que la main-d'œuvre se fait quand même assez rare, si tu veux. Tu sais, c'est pas facile. Puis, on dirait que ça a beaucoup évolué. Tu sais, moi, je me souviens à l'époque, là, quand j'étais aux études, j'avais 3 jobs, là. Tu sais, je travaillais à ma job de jour comme programme étudiant, là, comme une job étudiante. Puis, tu sais, je travaillais aussi aux Jean Coutu par les soirs, puis les week-ends, puis je gardais des enfants. Donc, tu sais, je sais pas, je faisais peut-être, à l'époque, 60 heures, 65 heures par semaine. Bien, aujourd'hui, je file pas que les jeunes de votre génération ont le goût de vouloir faire 70 heures par semaine, là. Parce que la vie est importante, puis on veut pouvoir en profiter un petit peu. Il n'y a pas juste travailler dans la vie, ça prend un équilibre. Fait que, tu sais, on se dit, pourquoi il y a un manque d'employés? Bien, tu sais, c'est pas nécessairement un manque d'employés versus
le nombre d'heures qui est travaillé par une personne, tu sais. Ouais. Mais il y a aussi le fait que la population est vieillissante, Ça selon aussi. moi. C'est Mais il y un a autre encore facteur. beaucoup de personnes à la retraite, semi-retraite, qui continuent de Ouais. travailler. Moi, j'en ai quand même plusieurs à l'intérieur de mon entreprise. Ouais. Puis honnêtement, si je les avais pas, ça serait beaucoup plus Ça serait difficile. tough. Là. hein. Ça serait tough. Fait que, tu sais, oui, mais en même temps, je suis quand même d'accord. Je pense que notre génération, on veut pas nécessairement dédier notre vie au travail. Là. Puis c'est correct. Ouais. C'est correct. C'est Pourtant- juste que par le temps qu'on s'habitue puis que les affaires reviennent un petit peu plus à la normale, ben tu sais, ça va réévoluer puis il y a d'autres choses qui vont arriver. Fait qu'on pense, tu sais, on a juste besoin de penser dans les épiceries, par exemple, les self-serve, là, tu sais. Ouais. Tu sais, ça a été très controversé, ça. Ben ouais. Tu sais. Mais quand on prend le temps de regarder le pourquoi que c'est arrivé là, c'était pas pour économiser nécessairement des sous par rapport aux employés. Parce que implanter des systèmes comme ça, c'est très onéreux, là. Ouais. Mais c'est parce qu'il n'y a personne pour placer à la caisse. Ouais. Ça prend du monde. Ça fait que si tu as besoin de 10 caisses, ben, puis tu as juste 2 caisses qui sont ouvertes, ben, qui va en écoper? Ben, c'est les clients. Ouais. Puis là, le temps d'attente va être extrêmement long, les clients vont être insatisfaits. Fait que là, ben, si tu as 10 caisses rapides, ben, tu peux avoir un employé ou 2 à gérer tout ça, puis c'est plus rapide pour tout le monde. Mais tu sais, ça a du bon, ça a du moins bon. Est-ce que ça coupe des jobs? Moi, je pense pas, parce que c'est extrêmement difficile de pouvoir ces postes-là. Tu sais? Oui. Puis pour finir un peu mon... tu sais, tu parlais que peut-être qu'on travaille un peu moins, notre génération, tu sais. On fait moins d'heures, ou on est peut-être un peu moins prêt à travailler, là, tu sais. Puis je pense que c'est vrai, là. Mais en même temps, je le trouve gâté. Je trouve que c'est important de dire ça. Je ramène ça parce que je trouve que c'est important, parce que je trouve que notre génération, on est gâté, puis on le sait pas, tu sais. Mettons, je pense à mes parents, puis il y avait un petit char, une petite maison, puis c'était ça, puis c'était correct. On dirait qu'aujourd'hui, on veut le gros pick-up à 25 ans, puis le gros Jeep, puis on se promet tout en SUV, puis on chiale que l'épicerie est chère, puis comme... C'est cher, là. T'sais, je comprends qu'on chiale, puis ça, mais je trouve quand même que notre génération, on est quand même gâtés. Fait que, je sais pas, t'es-tu d'accord avec ça? Oui, puis je vais te dire pourquoi. Tu sais, je pense que c'est vos parents qui vous ont mis comme ça. Ah, c'est Tu sais, vous autres? parce que, C'est votre tu sais, on génération. s'entend. Tu sais, des fois, on a tendance à dire, ben, moi, j'ai manqué. Puis là, je suis pas en train de dire que j'ai manqué dans ma vie, là. Mes parents vont écouter, là. Fait que, tu sais, je veux pas dire que j'ai manqué de choses, là. Mais, tu sais, je fais souvent la référence. Tu sais, mon père il travaillait au gouvernement. Tu sais, ma mère a eu certains travails dans des restaurants ou dans des usines ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai jamais rien manqué. J'ai toujours eu à bouffe sur la table. On a toujours eu une belle maison. Tu sais, on avait un véhicule pour se déplacer quand, j'ai pratiqué tous les sports que j'ai voulu. Mais tu sais, on n'a pas tant voyagé. Tu sais, à l'époque, là, tu sais, je ne sais pas si c'était juste parce qu'eux, ils ne voyageaient pas ou que c'était pas nécessairement in dans le temps. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, je me souviens d'une fois, je pense que c'était à la fin des années 80, on avait fait le tour du Nouveau-Brunswick. Tu sais, mais c'est comme un des seuls voyages que je me souviens. Non, c'est pas vrai. On était allé à Bécomo aussi. J'avais une tante qui vivait là-bas. Mais, tu sais, ça a été comme ça, là. Tu sais, on n'avait pas nécessairement sorti beaucoup d'Edmundston. C'était pas Je l'Italie. pense, non. Puis, tu sais, c'était même pas nécessairement Québec Même pas ou Québec, Montréal, là, tu sais. ouais. Mais, tu sais, quand je suis allée pour la première fois aux îles de la Madeleine, à l'île du Prince-Édouard, mes enfants sont venus. La première fois que j'ai mis les pieds en Nouvelle-Écosse, mes enfants étaient avec moi. Tu sais, on les a traînés partout où on est allé, tu sais, parce que c'était ça dans le temps, tu sais. On avait plus de facilité à se déplacer à Québec. On allait magasiner à Rivière-du-Loup. Tu sais, comme on se déplaçait beaucoup plus avec nos enfants. Ouais.
je sais pas si on se dit, ben on a manqué ça quand on était jeune, fait qu'on veut pas que nos enfants manquent ça. Mais avec les années, puis avec le recul, je me dis, hey, ils sont gâtés, nos enfants, là. Mm-hmm. Fait que c'est dur de dégâter, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'à quelque part, on fait souvent référence à votre génération comme les enfants rois, là. Tu sais, ils ont tout ce qu'ils veulent, ou ils ont tout ce qu'ils ont voulu, puis là, ben aujourd'hui, ça continue. Je sais pas. Écoute, c'est... Mais, tu sais, je vous... Encore une fois, là, tu sais, il y a des très bons jeunes, puis, tu sais, c'est pas parce que vous êtes gâtés que vous êtes pas bon, là, tu sais. Mais, puis, tu sais, je prends juste toi comme exemple, tu sais, t'as déjà ta maison, t'as déjà, tu sais, un enfant, tu sais, ta vie est partie, là, tu sais. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais, tu sais, je me souviens à l'époque, quand t'étais pas marié, tu restais encore chez tes parents souvent, là. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, ben c'est encore ça, tu sais. Ben, c'est pas mauvais en soi, hein? C'est juste qu'à un moment donné, comme parents, on a le goût de dire des fois, c'est le temps, là, voler de vos propres ailes, là, tu sais. Fais le saut, là. J'aimerais revenir sur Honda parce que tu as décidé de quitter Honda. Pourquoi? La première fois, La première fois, oui. Non pas pour acheter Timarc, là, vraiment. Moi, encore là, j'ai arrivé dans l'automobile un petit peu par hasard, si tu veux. J'ai un cousin qui est dans l'automobile, puis à un moment donné, je cherchais un nouveau défi, puis il me dit « Ah, il y a un poste à pourvoir chez Honda comme à FNI, qui est Finance Assurance, direction commerciale. Il me semble que je te verrais faire ça. » Puis j'étais comme « Hey, non, moi, je suis pas une vendeuse, puis tu sais, je me vois pas faire ça, tu sais. » Puis là, finalement, ben, tu sais... T'as convaincu? Challenge, tu sais, j'ai le goût d'essayer de quoi de nouveau. C'est quelque chose que j'ai jamais touché, puis tu sais, j'aime ça, moi, les défis. Fait que je me rends là, puis bon, j'ai le poste. Je commence dans la même semaine, je pense, puis j'ai quand même une facilité d'apprentissage, on va se dire. Fait que j'ai vite acquéri ce travail-là, puis... dans la même année, ça, c'était comme en janvier, je pense. Puis dans la même année, il y a eu une maladie au niveau de la direction des ventes. Là, on m'a dit, hey, ça t'intéresserait-tu? Fait que j'ai fait comme, par intérim, ouais, je pourrais vous donner un coup de main de ce côté-là. Puis le poste de direction générale a sorti, j'ai appliqué dessus, j'ai eu le poste. Puis... c'est ça, s'ensuit, tu sais, la nouvelle expérience parce que c'était quand même quelque chose de nouveau pour moi d'opérer dans une poste de direction générale comme ça. Puis, j'ai fait ça, je te dirais peut-être comme 1 an et demi, 2 ans. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, enough is enough. Je trouvais que j'avais de la difficulté à prendre ma place parce que j'étais une femme. Tu sais, l'automobile, c'est un domaine quand même beaucoup masculin. Puis, c'était difficile. On dirait que j'avais de la difficulté à me faire prendre au sérieux. Tu sais, j'avais des bons collègues, là. Tu sais, c'est pas parce qu'ils étaient pas gentils avec moi, mais je trouvais pas que je pouvais m'épanouir puis d'amener à l'entreprise qu'est-ce que j'aurais voulu amener. Fait que c'est moi qui me mettais une certaine pression. Puis c'était peut-être une perception aussi, tu sais, je veux dire, c'était pas fondé nécessairement, là. Tu sais, c'était plus moi qui mettais la pression sur mes épaules du fait de dire, ben, tu sais, c'est parce que j'étais une femme qu'on dirait que je réussis pas à briser cette bulle-là qui me permettrait de faire grandir cette entreprise-là ou de m'épanouir à l'intérieur de l'entreprise. Puis, à un moment donné, je me suis assise avec le propriétaire, puis j'ai eu la discussion. Puis, le propriétaire m'a indiqué qu'il était en train de vendre l'entreprise. Fait que... ça a comme un petit peu confirmé que peut-être que je devrais juste essayer de me trouver un autre défi, tu sais.
Puis, c'est là que j'ai pris la décision que j'allais laisser ce job-là pour autre chose. Qu'est-ce qui te faisait sentir que tu avais de la difficulté à te faire prendre au sérieux? Est-ce que c'était vraiment tes interactions avec les hommes, les femmes, les deux? C'était pas nécessairement les interactions comme telles. Je pense que c'était plus une question, tu sais, on en a parlé tantôt, le PDG, si tu veux, tu sais, comme, t'as le DG qui est supposé d'accomplir ce que le propriétaire va demander. Puis je trouvais que c'était difficile de mettre en place certaines choses parce que, puis peut-être pas nécessairement juste parce que j'étais une femme, parce que le propriétaire était encore dans l'entreprise à l'époque. Tu sais, fait comme, c'était comme s'il y avait deux boss. Ouais, je comprends. Tu sais, fait que c'est sûr que à cette époque-là, je filais pas que je pouvais ou que j'amenais ce que j'aurais pu amener. Fait que j'ai fait comme, le défi est peut-être pas pour moi. C'est peut-être que c'est la fin de cette expérience-là, si tu veux. Est-ce que tu penses que dans le monde des affaires aujourd'hui, on a atteint l'égalité, l'équité homme-femme? Est-ce que les femmes sont traitées comme elles devraient l'être? Je pense que je dois dire non à cette réponse-là. Puis, en même temps, ça me fait quoi de dire ça? Parce que je pense que ça devrait l'être. Ça l'est peut-être pas à 100%, mais peut-être pas pour les raisons qu'on pense. Tu sais, tu comprends? Je pense pas que les hommes vont empêcher les femmes de prendre leur place. Okay. Ça, je pense pas. Okay. C'est juste que des fois, comme femme, on se dit, on se met en doute parce que les postes de responsabilité, tu sais, t'en as parlé tantôt, ça prend beaucoup de temps. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de choses à voir. Puis, par défaut, quand on décide de créer une famille, quand on décide d'avoir une maison, il y a beaucoup de responsabilités quotidiennes qui reviennent aux femmes. Tu sais, je dis pas que les hommes ne s'impliquent pas puis je dis pas que mon chum s'est pas impliqué dans la vie de nos enfants, mais tu sais, combien de fois par jour on entend le mot maman, 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 tu sais. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec fonder une famille, avoir une maison, tu sais, les repas, etc. Fait que c'est certain que je pense que les femmes se mettent une certaine limite à vouloir être en affaires, peut-être. Puis, il y a certains domaines qui sont encore difficiles. Puis, il y a certains métiers qui sont pas faciles pour une femme. Tu sais, je veux dire, si on prend les métiers très physiques, là, bien, c'est sûr que... Puis, je parle pas de forme physique, là. Je parle de force ou de grosseur. Les métiers, comme, ouais. Oui, tu sais, il y a des domaines particuliers que c'est peut-être pas fait pour une femme. Je te dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui sont pas capables de le faire parce que... Mais c'est peut-être pas la majorité des femmes. Puis je suis certaine qu'il y a des hommes qui ne pourraient pas le faire non plus. C'est pas parce que tu es une femme, tu sais. Mais il y a des domaines qui sont plus... Mais ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas gérer ce type d'entreprise-là. Tu comprends? Ouais. Puis les connaissances, bien, ça se développe. Là. Tu sais, ça dépend de qu'est-ce que tu aimes, ça dépend de tes passions. Mais c'est sûr qu'il y a des femmes qui pourraient très bien être électriciens ou être soudeurs ou peu importe. Là, fait qu'il y a une difficulté qui vient pour les femmes du fait qu'ils ont aussi des responsabilités assez demandantes à la maison que les hommes n'ont peut-être pas autant. C'est ça? Oui. Tu sais, puis pas parce que les hommes l'ont pas autant. Peut-être que les hommes ne prennent pas, je veux pas dire au sérieux, mais tu sais, cette responsabilité-là comme à eux autres parce que
sais, on va prendre une femme qui vient de donner naissance. Bien, c'est sûr que l'homme, il ne peut pas allaiter le bébé. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas la capacité. Je veux dire, il ne pourrait pas, là. C'est le rôle de la maman de faire ça. Si on nourrit à la bouteille, il n'y a pas de problème. Mais, je veux dire, si on allaite, bien, c'est la maman. Tu sais, il y a certaines choses qui sont innées comme ça, puis ça ne changera pas, là, tu sais. Fait que, c'est-tu encore une question de perception? Sûrement, tu sais, parce qu'il y a des très bons papas à la maison, là. Ouais. Tu sais. Mais je pense qu'il y a encore une certaine limitation de part. Puis, comme je te dis, je pense pas que c'est les hommes nécessairement qui mettent la limite, mais peut-être les femmes se mettent une limite. Intéressant. J'ai l'impression, des fois, on écoute les discours, tout ça, là, encore une fois, sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que des fois, les hommes sont blâmés là, énormément là, pour tout ce qui... pour cette inégalité-là que les femmes peuvent vivre, tu sais. Mais je suis content d'entendre cette nuance-là. Puis, c'est intéressant. Moi, je dis tout le temps, si on veut, on peut, là. Fait que, tu sais, ça dépend tout le temps du caractère aussi. Puis, tu sais, un homme et une femme, on pense très différemment. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui fait ça, là. Ouais. Je sais pas si c'est les hormones ou j'ai aucune idée, tu sais. Je veux dire, je suis loin d'être en médecine, là. Ouais. Mais on dirait que notre façon de voir les choses, notre perception des choses est très différente. Ouais. Puis c'est ce qui fait que la vie est pas plate, hein? On Ouais, s'entend que... ben ouais. Puis, tu sais, on a la même chose des fois entre deux personnes, tu sais. Je dis tout le temps, ben, tu sais, on peut pas être pareil comme l'autre. Puis si tout le monde était pareil, ben la vie serait vraiment plate parce que on voudrait tout le même homme ou on voudrait toute la même femme, tu sais. On penserait tout de la même façon. C'est pas comme ça que l'humain a évolué, là. Ouais. Parlant encore de, tu sais, des femmes, mettons les femmes en affaires, là, tu sais, je pense à le regroupement Réfam. J'ai une question pour mieux comprendre un petit peu. Parce que j'avais posé cette question-là à Hélène Anger dans le podcast dans la saison 1. On avait parlé du regroupement. Puis à la fin, j'avais demandé c'est quoi, mettons, l'équivalent pour les hommes dans la région. Puis elle m'avait dit tout le reste. Fait que je te repose la question à toi. Ce serait quoi? Parce que je suis une Hélène, tu me poses la question. Ouais, c'est ça. Je pose à toutes les Hélènes. Non, mais en fait, je suis curieux de voir, tu sais. Puis je pourrais expliquer pourquoi je pose la question, mais selon toi, ce serait quoi l'équivalent pour les hommes dans la région? Dans la région. Ou ailleurs, là. Ou juste en général, là. Mais tu sais, encore, c'est sûr que le mouvement Réfam est né il y a plusieurs années. Tu sais, je veux dire, ça date pas d'hier, ça a évolué avec le temps. Moi, je fais partie de ce regroupement-là. J'ai participé à plusieurs activités cette année. Puis, tu sais, c'est un peu comme un get-together, de dire, ben, on réseaute, on partage nos idées d'entreprise, tu sais, on essaie de trouver une façon de collaborer avec d'autres entreprises. Bon, c'est sûr que dans ce cas-là, c'était des entreprises opérées par des femmes ou dirigées par des femmes. Je dirais pas nécessairement qu'il y a un équivalent, tu sais, parce que oui, il y a d'autres organismes, on parle de la Chambre de commerce, mais c'est pas limité nécessairement aux hommes ou aux femmes, tu sais, c'est comme un mix des deux. Mais moi, je le vois plus comme exemple, les passe-temps masculins là, qui sont encore in. Là. On parle de la chasse, on parle du golf, tu sais, malgré qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui golfent, mais tu sais, il y a encore dans beaucoup de villes, tu sais, on vit pas ça à Edmundston, c'est une petite ville, mais qu'il y a des clubs sociaux de golf, là. Mais tu sais, la plupart des gens qui sont là, ben, c'est des entrepreneurs. Puis ça, c'est encore, je suis certaine que c'est encore limité aux hommes, là, tu sais. Il y a des réseaux, certainement, à quelque part, que, tu sais, faut que tu sois un homme pour participer. Mais, tu sais, je pense qu'il faut pas le voir comme le fait que j'ai pas la chance de participer à ça. C'est juste que, tu sais, c'est la même chose que les droits des femmes à voter dans les années 40 ou même aujourd'hui, les droits puis là, je vais vraiment aller vers un extrême, mais vers le mariage gay ou, tu sais, ces choses-là. Tu sais,
à quelque part, je pense que ça a été de prendre quelque chose qui était vraiment pas, je veux pas dire mais tu sais, qui était pas nécessairement mal vu, mais tu sais, qu'on n'avait juste pas la place. Les femmes n'avaient pas la place en affaires dans les années 40. Ben, pour être capable de se faire une place, ben, il faut revendiquer. Ouais. Ben, on revendique, puis à un moment donné, ben, si le regroupement continue, puis que ça donne des bonnes valeurs, puis que ça peut aider à d'autres gens à continuer, ben on va le garder ouvert, ce regroupement-là. Si, à un moment donné, il n'y a plus raison d'être parce que tout est correct, ben il n'y aura plus de raison d'être, tu sais. Je veux dire, je pense que c'est comme ça. Si on veut faire bouger les choses, ben il faut revendiquer. Peu importe ça va être quoi, mais à un moment donné, si c'est plus une nécessité, ben il y aura peut-être plus de bénévoles, les gens seront peut-être plus là, puis le réseau va tomber. C'est pas ce qu'on souhaite parce que, c'est encore une belle façon de se rencontrer puis d'échanger. Mais non, je vois pas vraiment d'équivalent, honnêtement. Là. Ben c'est ça, c'est un peu la raison pourquoi je pose la question. Moi non plus. La raison pourquoi je pose la question. Puis, je tiens à préciser que je trouve que c'est une très belle initiative. Je pense que c'est très pertinent. Je pense que ça peut encourager la croissance entrepreneuriale puis même économique d'avoir un regroupement pour les femmes. Je suis jaloux. C'est ça mon point. Je suis jaloux. Je suis comme, moi j'aimerais ça, un regroupement en affaires, pas nécessairement entre hommes. Puis honnêtement, c'est sûr que j'aimerais ça, un regroupement entre hommes. Mais si on le fait, là, mettons, je vais à l'école, là, puis je fais un regroupement pour les hommes, là, je vais en manger une claque. Là. Je pense que ça va être mal vu. Puis c'est ça un peu mon point aussi, c'est que... Tu penses que ça serait mal vu? Ouais. Je pense que ça serait mal vu. Je pense que ça serait peut-être vu comme sexiste, ça serait peut-être vu comme exclusif. Dans ce cas-ci, vu que c'est pour les femmes, c'est vu comme étant inclusif. T'sais. Puis encore là, je répète, là, je trouve que c'est une bonne chose, les femmes. Je trouve que c'est pertinent, puis je pense que c'est à sa place. Puis je connais plusieurs femmes qui font partie du regroupement, puis c'est des entrepreneurs que j'admire. T'en fais partie. Je trouve que c'est super pertinent. Et je me dis, je pense que l'inclusion, c'est la solution. Où est-ce qu'on va à partir de là? J'ai pas de solution nécessairement, mais moi, je trouve ça un peu dommage que j'ai pas accès à quelque chose du genre. T'sais. Puis encore là, peut-être que je suis pas au courant non plus. Puis mon but, c'est pas de pointer du doigt. Là, non, absolument. Mais voilà, c'est ce que je pense. Ah, je l'avais pas vu ça comme ça, honnêtement. Tu sais, comme si on veut aller chercher les deux côtés de la médaille, tu sais, moi, je vois ça comme un regroupement qui a été créé dans le but d'aider les femmes à se démarquer puis de vouloir commencer en affaires. Absolument. C'était pas le cas. Puis honnêtement, j'ai pas de chiffres, je sais pas, ça fait combien d'années qu'ils sont là, mais ça date de possiblement 25-30 ans, là, ce mouvement-là, là, tu sais. Fait que c'est sûr que si on recule 30 ans passés, mais les femmes n'avaient pas leur place en affaires comme on l'a aujourd'hui. Puis encore là, je suis pas sûre que c'était bloqué par les hommes, là. Ah, OK, intéressant. T'sais, non, moi, je suis pas sûre que c'était bloqué par les hommes. OK. Tu sais, je vais continuer de dire que, moi, j'en suis une de ces... Tu sais, j'ai quand même 50 ans, là. Puis, il n'y a pas un homme qui m'aurait arrêté à 10 ans, là. Tu sais, ça dépend de ton vouloir, puis qu'est-ce que tu veux, tu sais. Intéressant. Moi, je le répète, tu sais, si on... Puis, je suis encore comme ça aujourd'hui, là. Tu sais, si on me dit, jamais que tu vas pouvoir faire ça... T'as peu, toi. Je vais dire, watch-moi. Ouais, c'est ça. Watch-moi. Donne-moi un an. Tu vas voir, je vais être là. Ouais. Tu sais, puis ça fait partie de qui je suis, tu sais. Ouais. J'ai des questions... Non, avant, j'ai la question Brayonne, la nouvelle section du podcast. Fait que, dans le fond, c'est ça, on jase de la culture Brayonne, on jase de tout ça. Je veux savoir, tu sais, avant de poser ma question, est-ce que tu te considères Brayonne? Absolument. Est-ce que tu es fier de ça? Oui. C'est ce que je pensais. Est-ce que tu dirais que les Brayons se soutiennent? Oui. Oui. Puis j'aimerais voir un peu ta perspective par rapport à, tu sais, est-ce que tu considères que tes clients, ou plutôt, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là, la population se soutient? Puis est-ce que
les gens d'affaires se soutiennent? Puis est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ben, tu sais, c'est sûr que les gens d'affaires, c'est large. Hein, on s'entend, là. Il y a plusieurs domaines d'activité dans notre région. On a des usines, on a, tu sais, des petites PME, on a dans toutes les sphères d'activité. Moi, le type de commerce que j'ai, c'est sûr que je file, que j'ai le soutien de la population puis des commerces environnants, si tu veux, parce que ils viennent très régulièrement chez nous. Tu sais, c'est une épicerie dépanneur. C'est certain que on voit 700 à 800 personnes par jour chez nous, tu sais. Ben, c'est certain que je sens le soutien de ma communauté. Mais tu sais, c'est sûr que si tu as une entreprise dans le domaine de la soudure, ben je vais dire, c'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir un coin de pâte de table de souder demain matin, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est certain que... Puis souvent, il y a peut-être plusieurs entreprises qui vont offrir le même service. Fait qu'à un moment donné, tu as un choix à faire. Est-ce que j'encourage lui ou j'encourage lui? L'important, je pense que c'est d'encourager le plus possible local, régional. Mais tu penses qu'on le fait? Tu sais, mettons, là, j'entends des fois des histoires qu'on va au bord de la frontière du Québec, là, comme les Québécois, ils vont vraiment favoriser les Québécois. Tu sais, s'ils ont affaire avec quelqu'un du Nord-Ouest, puis quelqu'un qui vient de Témiscouata, ben, il va choisir le Témiscouata parce qu'il est du Québec. Tu sais. Est-ce qu'on fait un peu la même chose pour le Nord-Ouest ou moins? Ben moi, je pense qu'il pourrait certainement avoir de l'amélioration. Ouais. Hein? Puis là, on parle de... Ben, ça dépend encore là du type d'activité, mais moi, ce que je vois, les plus grandes lacunes, c'est du niveau tout ce qui est achat en ligne, là. Tu sais, Amazon de ce monde. Puis aussi, le fait que on est une petite communauté, on ne peut pas nécessairement retrouver tous nos besoins dans la région. Fait que c'est sûr, des fois, il faut se tourner vers l'extérieur, tu sais. On a beaucoup plus qu'on avait, mais tu sais, ça va et vient. Tu sais, comme moi, quand mes jeunes étaient plus jeunes, il n'y avait pas nécessairement de boutique pour enfants dans la région, là. Fait que si tu voulais vraiment... Ben, il y avait le coin des petits, mais c'était assez unique comme en soi, là, tu sais. Là, aujourd'hui, ben, tu sais, il y a le LONCO, il y a encore le coin des petits qui est encore là. Tu sais, il y a un petit peu plus de choix. Mais, tu sais, c'est sûr que si on n'encourage pas le co, ben ces entreprises-là ne vont pas survivre. Ouais. Tu sais, parce qu'on a quand même une petite population, mais pour opérer un commerce de détail ou autre type de commerce, ben tu sais, faut que ça bouge, là, ça prend du va-et-vient. Tu sais, tu peux pas payer des employés puis avoir 2 clients entrer dans ta boutique par jour. Tu sais, à un moment donné, il va y avoir un manque à gagner à quelque part. Là. Là, j'ai des questions à rafale. Tu réponds par oui ou non. Puis tu peux pas élaborer jusqu'à ce qu'on ait fini les questions. Première question. Une petite facile. Quand on est en affaires, on a un horaire plus flexible. Je vais dire oui. Les femmes sont de meilleurs gestionnaires que les hommes. Définitivement. Ah oui, hein? Ouais. Je m'en doutais que tu allais dire ça. Les grandes chaînes d'épicerie représentent une menace pour la survie des petites épiceries indépendantes. Non. Non. On a un horaire plus flexible quand on est en affaires? Je te dirais que oui, parce que tu vois... comment je pourrais dire ça? C'est que si
tu veux te placer un rendez-vous, tu peux choisir l'heure de ton rendez-vous puis aller à ton rendez-vous. C'est plus flexible de cette façon-là. Si je décide que je veux partir jeudi puis je veux pas être au travail, je vais organiser mon horaire en fonction d'eux pour mettre plus de staff ou faire mon travail avant. Mais flexibilité n'est pas égale au nombre d'heures qu'on va mettre dans une semaine. Là. Souvent, pour avoir une certaine flexibilité ou prendre une journée de congé, mais il va falloir travailler beaucoup plus dur 3-4 jours, une semaine avant et 3-4 jours en revenant. T'sais. Fait que c'est certain qu'on paye pour la flexibilité dans nos entreprises. Ouais. 100% d'accord. J'ai rien à rajouter. Je pense que c'est exactement ça. Parce que la raison pourquoi je pose la question, c'est que souvent, on entend ça, c'est comment c'est le fun, toi, tu es en affaires, tu as ta propre business, tu fais ce que tu veux, mais c'est pas... Oui, mais non, tu es un peu esclave aussi de ton entreprise. Absolument. Quand ton entreprise a besoin que quelque chose soit fait là, ben, tu as des plans ou pas, elle s'en fout, là, ta business, ça c'est fait. Fait que c'est flexible puis ça ne l'est pas, en même temps. Là. Ouais, les femmes sont meilleures gestionnaires. Pourquoi sont meilleures gestionnaires? Puis pourquoi définitivement? Je pense que c'est notre façon de penser, puis le vouloir. Tu sais, comme on dirait que... Puis je sais pas si ça vient du fait qu'on a tellement eu de difficulté à prendre notre place dans... Puis là, je parle de moi, de ma génération. Tu sais, les femmes ont quand même beaucoup de difficulté à prendre leur place, mais tu sais... On travaillait peut-être plus fort pour se rendre là. Je ne sais pas, mais... Puis, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est oui, c'est non, c'est non. Puis, tu sais, comme... Je sais pas si c'est d'élever des enfants qui nous mettent comme ça, mais, tu sais, je pense que oui, les femmes ont un meilleur contrôle sur leurs émotions, même si on est bien émotionnel, tu sais. Je sais pas. Ouais. Ben, j'aurais tendance à être d'accord, là. J'ai pas énormément d'expérience pour dire, mais... Je pense que ma blonde serait meilleure gestionnaire que moi, là. T'sais, pour gérer, mettons, des employés, quelque chose du genre, là. T'sais, gérer une équipe, là. En même temps, je sais pas. Mais... Ouais, je vais regarder ça, là. Je sais pas si c'est au niveau de la prise de décision ou... Mais... Moi, je dis tout le temps, si tu fais quelque chose de bien fait, t'as demandé à une femme, on va t'organiser ça. Tu sais, comme peut-être parce qu'elle organise mieux. L'organisation, ouais. Je sais pas. Ouais. Puis après ça, les grandes chaînes d'épicerie, c'est pas une menace? Moi, je pense pas. Puis, tu sais, là, on parle d'épicerie indépendante comme la mienne, j'imagine. Là, on compare mon épicerie. Ouais. C'est que même si, bon, oui, ça s'appelle épicerie chez Timarc, mais, tu sais, on trouve de tout, mais pour se dépanner. Ouais. Tu sais, on s'entend, là, j'ai 3000 pieds carrés. Là. Ouais. Fait que, tu sais, la canne de poids, là, ben oui, j'en ai des poids, mais j'ai une grosseur, une marque. C'est ça. Tu vas pouvoir te dépanner. Mais, tu sais, de dire qu'on va venir faire l'épicerie chez nous, tu sais, l'épicerie de la semaine, ça arrive pas tant souvent. Ouais. Tu sais, j'ai quelques clients qui le font de par le fait qu'ils n'ont peut-être pas de voiture ou ces choses-là, mais, tu sais, dans une épicerie comme la nôtre, il n'y a pas nécessairement les spéciaux à chaque semaine, tu sais. Puis, il faut comprendre que ces grandes chaînes d'épicerie-là, là, ils ont beaucoup de... je ne vais pas dire ça comme ça, mais beaucoup de dictature. Okay. Tu sais, ils sont obligés à beaucoup de choses. Tu sais, ils ne peuvent pas nécessairement magasiner ailleurs. Tu sais, ils ont une bannière, on achète de cette bannière-là. Tu sais, ils ne peuvent pas se tourner nécessairement vers des places indépendantes pour acheter leurs choses. Il faut passer à travers la bannière. Et c'est sûr qu'ils peuvent acheter des produits locaux, ces choses-là. Il y a une certaine latitude, mais c'est quand même très limité. Okay. Tu sais, la livre d'hamburg cette semaine, ben, il faut qu'ils la vendent à ce prix-là. Là. Ils ne peuvent pas déterminer le prix qu'ils vont utiliser. Fait que c'est certain que c'est comme la front page du fameux dépliant, là, ben, chaque fois qu'on va acheter quelque chose à l'épicerie parce que c'est un bon deal, ben, il faut comprendre que l'épicerie, elle va certainement perdre 25 cents à chaque fois qu'elle va vendre une livre de bananes quand elle vient en spécial, là, tu sais. Fait que
c'est certain que oui, ils ont un plus gros volume. Ouais. Oui, les prix peuvent être un petit peu plus bas. Puis oui, on est chanceux en ville d'avoir des épiceries qui sont gérées localement. Localement, ouais. Certaines épiceries. Mais est-ce que c'est une menace? Je le vois pas comme ça parce que moi, je ne file pas que chez nous, les gens viennent faire leur épicerie. C'est pas la même Ils viennent, clientèle? non. Ben oui, c'est une certaine clientèle qui revient parce que chaque personne qui vient dans mon épicerie, ultimement, va possiblement à l'épicerie faire son épicerie de la semaine. Ou plutôt, c'est pas les mêmes besoins que tu viens... Mais quand ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils ont un besoin spécifique. Ouais, Ils sont en train de faire à souper, il manque une canne de blé d'Inde pour faire leur pâté chinois. Ouais. Ah, je pensais qu'il m'en restait, il m'en restait pas. Il manque une pinte de lait, mais tu sais, aller à l'épicerie pour aller dans un supermarché pour acheter ton lait, tu vas rentrer, tu vas marcher 15 minutes par là pour aller ramasser ta pinte de lait. Tu vas aller à la caisse, ben il y a peut-être des gens qui vont être en avant avec leur panier, tu vas attendre. Ben chez nous, oui, peut-être que ça va coûter 25 cents de plus ou 10 cents de plus pour l'item en question, mais tu vas rentrer, tu vas repartir tout de suite. Tu sais. Puis, bon, c'est sûr que ça revient à dire qu'on essaie aussi de se démarquer. Puis, c'est important parce que, bon, c'est pas toutes les épiceries qui vont avoir du prêt à manger frais maison, fait à chaque jour. Fait que c'est sûr qu'ultimement, si les grandes chaînes ne seraient pas là, les petits dépanneurs vireraient plus. Mais, tu sais, à quelque part, je pense qu'il y a de la place pour tout. Puis, c'est un besoin différent. Quand on rentre à l'épicerie, c'est parce qu'il y a un besoin différent que venir à l'épicerie chez nous. Là. Je comprends. Fait que c'est pas le même problème que tu règles, mettons. Non. C'est dans le même domaine, c'est compétiteur peut-être indirect, mais c'est pas... Merci, Hélène, d'avoir participé au podcast. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, il y a deux sujets que je voulais vraiment parler avec toi. C'était la différence homme-femme. Parce qu'on avait parlé un petit peu, puis je trouvais ça intéressant. Puis tout la différence entre les générations. Puis on a abordé pas mal ces deux sujets-là, puis je trouve ça vraiment intéressant. Fait que merci beaucoup, j'apprécie. Ça fait plaisir.